Alors, bienvenue pour cette nouvelle conférence sur le sujet comment rompre sans se sentir coupable. Donc, vous le savez, je suis psychologue, psychothérapeute à Castelnau, c'est-à-dire à Montpellier. Et je suis à la fois conférencière, auteure, et j'anime des ateliers sur le sujet de la relation amoureuse. En général avec des petits groupes pour vous aider à décortiquer les mécaniques, qu'est-ce qui empêche de s'épanouir en relation et de voir comment, à travers les différents thèmes, les différents sujets à chaque fois que j'aborde en conférence, vous prenez souvent conscience des mécaniques, des processus qui sont complexes en fait, parce qu'il y a souvent des conflits intérieurs entre une partie qui veut ça et l'autre qui veut ça. Donc moi j'ai l'habitude de vous aider à décortiquer, à analyser, à voir plus clair dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'intérieur du fonctionnement d'autres en relation. Donc c'est bien, je suis contente du travail que je fais parce que je vous le dis, ça aide beaucoup de personnes qui me le témoignent. Et en même temps, les prises de conscience, c'est bien, c'est ce qu'on va faire ce soir, travailler sur comment je comprends mieux ce qui se passe à l'intérieur. Bon, ce n'est pas forcément suffisant pour le changement, pour changer. Bon, pour changer, il faut créer des nouvelles expériences, des nouveaux circuits d'autoroutes neuronaux. Donc c'est souvent aussi pour ça que je mène des ateliers pour passer de la théorie à la pratique, on va dire. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc aujourd'hui, le thème que j'ai choisi pour vous ce soir, c'est sur la rupture et la notion de culpabilité. Et c'est un sujet quand même qui est souvent tabou, parce qu'on n'ose pas trop parler de celui qui décide de rompre et qui passe souvent pour le méchant. Pour celui qui se... Alors, souvent, si vous rompez en vous sentant coupable, ça arrive quand même, il passe pour le bourreau, quoi, le persécuteur, celui qui n'est pas gentil, qui est un salaud ou une méchante. Et donc l'autre passe pour la victime, évidemment. S'il y a un bourreau, c'est qu'il y a une victime. Et donc c'est pas un sujet qui est souvent traité, l'histoire de celui qui décide de rompre et qui a peur de blesser, qui a peur d'être une mauvaise personne et qui n'ose pas le dire en plus. Parce que bien souvent, le problème de la culpabilité, j'ai été chercher dans le dictionnaire, c'est quoi la culpabilité? Donc la culpabilité, la définition, c'est un sentiment causé par la transgression d'une norme morale qui va avec la honte, le remords et le regret. Très souvent, honte et culpabilité, c'est conjoint. Donc, si vous rompez, ou que vous décidez, que vous envisagez de rompre, et que vous avez de la culpabilité, bien souvent, c'est que vous avez avec une norme morale, c'est-à-dire une norme sociale, morale, qui est ce n'est pas bien de réagir ainsi, de le ou la quitter pour ces raisons-là, ce ne sont pas forcément des bonnes raisons, ou alors j'ai honte d'avoir ces motifs, parce que peut-être que c'est pas si... c'est anecdotique, les motifs de la rupture, où elle est tellement bien, où il est tellement gentil, ou tellement bien qu'il ne mérite pas, elle ne mérite pas que je la quitte pour ça. Enfin bref, donc vous voyez qu'il y a un discours intérieur, quand je me sens coupable, qui a à voir avec ma morale, avec mon idéal du moi. Donc je vais me juger moi-même comme étant inadéquate pour rompre. Donc il y a deux instances, il y a moi et ma petite morale, mon idéal du moi, qui papote avec moi, qui commente et qui me dit non, c'est pas bien, tu devrais pas faire ça. Si tu romps, tu es pas gentil. Et Dieu sait si on aime être des gentils garçons, des gentilles petites filles, surtout quand on est en amour. Quand dans la relation amoureuse, c'est particulier parce que quand on aime, on a envie de contribuer. Ça, c'est l'instinct naturel. On a envie d'être généreux, on a envie de donner, voire des fois, certains me disent de tout donner. Il y a quelque chose dans l'amour qui est j'ouvre. Voilà, j'ouvre sans compter. Et là, quand vous décidez de rompre avec une culpabilité, c'est qu'il y a quelque chose qui va se refermer et qui imagine que je ne suis pas une bonne personne. Je vais passer, je vais donner l'image d'une mauvaise personne si d'un coup je romps comme ça brutalement ou sans crier gare ou en criant gare, mais c'est peut-être pas les bonnes raisons. Elle ne m'a rien fait, il ne m'a rien fait, voilà.
Donc il peut y avoir une instance morale comme ça, un juge intérieur, qui dicte nos comportements et qui nous dit c'est pas correct, tu vas passer pour le méchant ou la méchante. Donc vous avez vite compris que cette histoire de culpabilité, c'est en lien aussi avec l'image que je veux garder de moi-même. Parce qu'on ne fait rien sans rien. Donc si je romps en me sentant coupable, c'est bien que moi je me sens coupable, c'est que par ailleurs, il y a une part de moi qui évalue et qui commente que ce n'est pas correct. Et que mon image va être ternie. N'est-ce pas? Sinon, il n'y a pas de culpabilité. Je romps en me disant rien du tout, en me disant bah oui, bah, de toute façon c'est mieux comme ça, j'ai raison de le ou la quitter parce que de toute façon notre histoire elle va dans le mur, ça mène à rien, donc il n'y a pas de culpabilité. Donc si je romps avec une culpabilité, c'est qu'il y a une évaluation morale de que ceci est incorrect et que je vais passer pour la méchante personne. Et moi je ne veux pas être une méchante personne. Qui veut être une méchante personne? Personne. Donc en définitive, la culpabilité, ça va avec la honte. Et le truc, c'est que ce n'est pas reconnu. Là, je vous le pointe parce qu'on le décortique, mais la plupart du temps, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, je vais rompre dans 2 minutes, ou dans 2 jours, ou dans 10 jours, et je me sens coupable parce que je ne veux pas passer pour un méchant ou une méchante. » Vous n'avez pas le temps de vous le dire, en fait. Vous le faites. Mais s'il y a un poids énorme de culpabilité, qui va vous peser d'ailleurs, parce que du coup, le jour où vous allez rompre, s'il y a de la culpabilité, à votre avis, ça va donner quoi? C'est quoi? Quand vous êtes alourdi par la culpabilité, ça fait quoi? Oui, ben ça fait des remords, ça fait des postures un peu... ça crée une posture pas claire. Vous n'êtes pas en vérité, en fait. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas envie de passer pour le méchant ou la méchante, donc vous faites des grimaces, vous bricolez, en fait. Ce que j'appelle du bricolage énergétique, c'est-à-dire... Oh, mais non, mais... Alors, un truc que j'adore, que vous avez certainement connu, c'est « Ah, mais tu n'y es pour rien. J'ai rien à te reprocher. Je te quitte, mais j'ai absolument rien à te reprocher. Franchement, tu mérites le meilleur. T'es incroyable. Avec toi, j'ai vécu des trucs magnifiques. C'est vraiment moi qui va mal. Je sais pas où j'en suis. Je suis perdue. Je sais pas ce que je fais. Franchement, j'arrive pas. J'ai des problèmes dans ma vie. Je sais pas où j'habite. Tu vas être malheureux avec moi ou je sais pas quoi. Bon, après. En général, on ne rajoute pas trop, mais c'est très du genre, quand je me sens coupable, il peut y avoir des trucs, ça va jusque-là, ça c'est un classique du genre. Hein. Non, mais toi, tu es irréprochable, tu n'as rien à te reprocher, c'est vraiment moi le problème. Voilà. Et donc là, je vous le fais en rigolant, mais vous l'avez peut-être vécu ce truc-là. Et donc là, vous rigolez moins quand c'est entre nous, mais sinon, c'est moins drôle, parce qu'avec ce sentiment de culpabilité, en voulant passer pour quelqu'un de bien, quoi, du coup, c'est pire. Parce que imaginez à la réception celui avec qui, ou celle avec qui vous êtes, et qui se dit « Mais moi, j'ai rien fait. J'ai 0 défaut, moi. Tout va bien. Hein. Il n'y a aucun problème. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. On était dans la relation Walt Disney, n'est-ce pas? Et d'un coup, il se barre. Où elle se barre. Pourquoi je me fais larguer là si tout va bien? Donc c'est l'horreur. En fait, c'est complètement contre-productif ce truc de pas... Parce que c'est faux. Vous comprenez que là, quand je tiens une image d'une bonne personne, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans toutes les conférences, si je veux tenir une posture d'une gentille ou d'un gentil, forcément, il y a une inacceptation de mes ombres. Je veux paraître quelqu'un de bien. Et donc, du coup, je vais haïr ou je vais détester une partie de moi que je trouve pas bien. Et du coup, je vais dire des trucs comme ça, au lieu de dire la vérité qui est, il y a forcément eu des moments dans la relation qui ne m'ont pas plu, qui m'ont dérangé, qui me frustrent, ou qui enfin des détails qui tuent, qui en général sont inavouables, d'accord? Genre, t'as un gros ventre, ou t'es pas assez sportif, ou je sais pas quoi, ou t'as une voix que je déteste, enfin des trucs, on n'ose pas dire, hein, des trucs inavouables, dont on a honte en plus. Oh là là, comment, c'est nul de penser ça, je devrais jamais être comme ça, je devrais être beaucoup plus correcte, bon bref, je devrais pas penser des mauvaises choses sur l'autre, quoi.
Voilà. Alors, à vouloir jouer le gentil, ben, après, ça bricole dans tous les sens le jour de la rupture, quoi. Une rupture de bricolage. Et donc, c'est pas très sain parce que c'est pas aligné. Et l'autre, il va se dire, mais si j'ai rien à me reprocher, pourquoi il me quitte? C'est quoi ce truc? Donc, il sent bien que c'est faux. Alors, puisqu'on est sur ce thème de rompre et se sentir coupable, je vais vous inviter, avant de développer un peu plus loin, à vous mettre dans les deux postures. Celui qui rompt en se sentant coupable, dans un premier temps, et après, dans la posture de celui qui est quitté par quelqu'un qui rompt en se sentant coupable. D'accord? Donc, vous allez prendre quelques secondes comme ça, et soit c'est une histoire, et prendre un souvenir qui vous est propre à vos histoires d'amour, où vous avez rompu en étant un peu lâche ou coupable ou honteux, voilà. Vous n'aviez pas vraiment envie de rompre et en même temps vous en pouvez, enfin bon, voilà, c'était une relation qui vous plombait ou qui vous plaisait plus, qui vous a plu un temps, puis vous aviez envie de vous en débarrasser ou d'arrêter cette relation. Et vous vous sentiez coupable de l'annoncer, voilà, pour pas être méchant. Alors soit vous prenez une histoire à vous, soit vous prenez une histoire d'un ami, parce qu'il y a certainement des amis que vous fréquentez qui vous ont raconté des trucs comme ça. Genre, ah ouais, oh là là, je vais peut-être pas rester avec elle ou avec lui. Oh, elle est gentille quand même, hein, sympa, mais bon, elle est super, mais bon, ouais, il y en a un autre qui me plaît plus, ou ouais, moi j'ai pas envie de rester. Bon, voilà, un truc comme ça. Mais je me sens coupable à l'idée d'arrêter. Hein, vous voyez, vous avez certainement des exemples comme ça dans votre tête. Voilà, ok. Donc vous mettez-vous d'abord dans la posture 1, qui est la posture de celui qui rompt en se sentant coupable. Est-ce que vous pouvez choper ça, capter ça, quelques secondes? Imaginez, vous rentrez dans la peau de quelqu'un qui rompt en se sentant coupable. Et c'est bon? Voilà. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous ressentez? Alors s'il y en a un qui veut parler, si tu veux parler, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu te dis comme dans ta tête? Quelles sont tes pensées et tes ressentis ou tes sensations? Attends, je te donne le micro pour... Vas-y. Ouais, ça marche. En fait, la première des choses, je trouve, c'est déjà se dire que tu as l'impression que tu vas anéantir l'autre. Tu vas anéantir l'autre? Oui. Ah ouais. Enfin, en tout cas, elle te le fait croire. Tu fais croire qu'elle va... ouais, elle te fait croire que tu vas l'anéantir. Oui. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Est-ce que ouais, tu te sens un effondrement, c'est ça, quand tu es quitté? Non, si je suis dans la posture de la personne qui va quitter. Oui. Si tu es dans la posture de celui qui va quitter, qui se sent coupable, la culpabilité, c'est je vais l'effondrer, ouais, je vais l'anéantir, je vais la détruire, je vais... menace de suicide. Ah oui, tu as peur qu'elle se suicide ou qu'il se suicide. D'accord. Ok. Donc là, tu es en train de pointer dans la culpabilité la peur de ta violence. J'ai peur d'être... Bah oui, j'ai peur qu'elle se suicide ou qu'il se suicide si jamais je lui dis que je vais partir. Enfin, donc ça veut dire que tu as peur d'être quelqu'un de violent. Non seulement de méchant, mais de violent qui fait que tu pourrais provoquer... Tu serais responsable de provoquer un suicide en face, par exemple, ou un effondrement. Voilà. Alors ça, c'est classique, et merci d'avoir témoigné de ça, parce que bien souvent, vous pouvez imaginer pire que la réalité. C'est-à-dire vous pouvez imaginer que l'autre n'a pas les ressources ou les compétences pour s'en sortir. Comme si vous aviez affaire à un enfant en face, en fait, hein, ou quelqu'un qui n'a pas de compétences. Vous êtes tout de suite dans le tragique, là, dans le drama. Hein. Donc ça, c'est une possibilité. Quand je me sens coupable, j'imagine, je me mets à la place de l'autre et j'imagine qu'il n'a pas les ressources pour faire face. Là, c'est pas l'imagination, c'est l'autrice, c'est ce que te dit l'autre. Ah, là, je vais me suicider, si tu me quittes, je me suicide.
Ouais, enfin, c'est quand même pas toutes les 5 minutes que... mais oui, tu peux avoir, sans parler dans des cas drastiques comme ça, tu peux avoir effectivement la peur que l'autre ne va pas s'en sortir, qu'il ne va pas faire face, en fait, qu'il va s'effondrer si tu disparais de sa vie. Et c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Moi, je vous mets en garde contre ces imaginaires parce que y a une forme de méconnaissance des compétences de de sortir de la dépendance. Parce que si je me suicide pour toi, c'est que je suis complètement dépendant affectif. Bon, c'est pas très sain comme relation, hein, c'est ce qu'on appelle les relations dites symbiotiques. Donc ça peut être aussi peut-être un moment tragique à traverser, qui est l'effondrement. Peut-être qu'effectivement, si vous quittez quelqu'un qui est très accroché à vous, il va y avoir une zone d'effondrement, mais en général, les crises sont salutaires. Et ce sont des crises qui permettent à la personne de remonter à la surface et de pouvoir se structurer de l'intérieur. Donc de faire face à sa solitude, de faire face au célibat, de faire face à la sortie de la dépendance affective. Donc c'est quand même pas idiot, enfin c'est pas si tragique que ça, on va dire. Dans un premier temps, ça peut être tragique. Bon, si elle suicide, de toute façon vous ne pourrez pas lui... Si elle suicide par amour, vous n'avez pas... Là, vous n'êtes pas non plus... c'est qu'il y a un problème à la base, il y a un terrain fragile. Mais même s'il y a une zone d'effondrement, c'est important que vous puissiez aussi aller un peu plus loin dans la posture, plutôt que de vous sentir coupable, de dire « Ok, c'est pas sympa de quitter, ça fait jamais du bien aux deux, hein. Les deux personnes, en général, c'est douloureux, même pour celui qui quitte. Hein. Et en même temps, toutes les crises sont salutaires. Donc ça permet de faire un chemin ici de sortie de la dépendance affective, parce que si vous êtes avec quelqu'un qui s'accroche à vous et qui s'agrippe, de toute façon, vous êtes dans une transaction parent-enfant. Et vous jouez aux parents et jouez à l'enfant, c'est pas très sain comme truc. Donc c'était bien que ça s'arrête à un moment donné, plutôt que d'entretenir des relations comme ça, voilà. Si vous rompez en vous sentant coupable de quitter, c'est peut-être, et ça je l'ai mis par la suite, c'est peut-être aussi parce que vous avez peur de tout perdre. Donc je me sens coupable, mais parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas quitter d'un coup net, hein, qui vont quitter un peu, revenir, repartir, revenir, quitter, ou annoncer je vais partir, je ne pars pas, mais je vais finir par partir et je ne partirai pas, qui font vous savez, les sables mouvants. Et donc ça peut aussi être le cas de j'hésite à partir, j'ai plus envie de partir que de rester, mais je me dis que si je pars complètement, je peux tout perdre. Et que je ne veux pas tout perdre, parce que si je perds tout, je me retrouve solo. Ouh, pas bonne idée ça, de se retrouver seul. Donc parfois, je préfère rester pour des mauvaises raisons. Voilà, plutôt que d'assumer ou d'être aligné en mode, bon bah voilà, mieux vaut être seul que mal accompagné, ou bah, je fais confiance en la vie, il se passera autre chose derrière, quoi. C'est pas dramatique, hein, vous voyez. Donc il peut y avoir des mauvaises raisons à rester dans des liens qui ne ressemblent à rien, en fait, ou plus à grand-chose. Alors, je continue. Voilà, donc... Et pourquoi j'ai pas envie de passer pour le méchant? Alors, je vous ai dit, si je culpabilise quand je romps, parce que je veux tenir une belle image, et petit 2, si j'ai été blessée, trahie quand j'étais petit, si par des adultes qui ne me protégeaient pas, ou si j'étais rejetée, si j'ai la blessure d'abandon moi-même, si j'ai vécu des blessures d'abandon, de rejet ou de trahison, alors fort à parier que dans mon instance moralisatrice, je vais avoir envie de ne pas faire ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant, de ne pas faire subir à quelqu'un ce que moi j'ai pu subir. D'accord, vous comprenez ce truc-là? Donc, du coup, je vais jouer au gentil. Si j'ai la peur du rejet, je m'identifie à celui qui va être rejeté. Donc, je vais être mal à l'aise avec le fait de quitter en donnant des raisons claires, en fait. Donc, je vais magouiller avec les raisons, je vais dire un peu n'importe quoi. Vous avez vu, je vais bricoler. Mais ça, c'est parce que, justement, j'ai probablement moi-même vécu des moments de rejet, de trahison ou d'abandon, et je ne veux pas faire souffrir l'autre par identification empathique. C'est-à-dire, je me mets à la place de l'autre et j'imagine ce qu'il va ressentir, il va s'effondrer, il va s'écrouler, il va se sentir rejeté, et je ne veux pas faire de la peine, je ne veux pas blesser, je ne veux pas faire souffrir, moi. Parce que moi, je n'ai pas supporté quand j'étais enfant, donc je ne veux pas te faire ce qu'on m'a fait. D'accord ? Et là, vous commencez à patauger dans la semoule. Parce que quand il y a une part de vous qui s'empare
et qui s'identifie à la prochaine victime, c'est-à-dire au partenaire, vous êtes déjà vous êtes en fusion, vous êtes à sa place, mais vous n'êtes pas l'autre. Donc vous ne pouvez pas vous prendre à la place, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de l'autre en fait. Vous pouvez comprendre éventuellement une éventuelle souffrance, mais vous ne pouvez pas réagir à sa place. Hein, donc, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre l'empathie. L'empathie, c'est je comprends ce qui se passe, je comprends, je suis empathique, je comprends ce qui se passe chez toi, je comprends ta souffrance. Et la compassion, qui est compatior, qui veut dire souffrir avec. Compassion, c'est souffrir avec. Donc, c'est mieux d'être dans l'empathie que d'être dans la compassion. Parce que si je suis dans la compassion, je souffre avec. Donc, je fais de la fusion. Et ça, c'est malsain comme tout, parce que je ne suis pas l'autre. Même si l'autre a une tête de 3 mètres de long, parce qu'il a l'air super mal quand je lui annonce que je vais rompre, pour autant, je ne suis pas l'autre. Donc c'est important que je me différencie, moi c'est moi, toi c'est toi, et chacun va réagir avec ses propres ressources parce que vous êtes à face d'un adulte, vous n'êtes pas avec un enfant complètement dépendant. Donc voilà, donc c'est important de ne pas souffrir avec, mais de rester à votre place, qui est, si je décide de partir, c'est que j'évalue que j'ai des raisons qui sont les miennes, qui fait que ça serait mieux de ne pas rester là, quoi, pas rester dans cette relation. Après, ça se discute, mais voilà. Donc, vous voyez que la culpabilité, ça a à voir avec je ne m'aime pas comme ça. Je ne m'aime pas en étant celui qui rompt. Donc, je suis en conflit intérieur avec moi-même. Si je ne m'aime pas comme ça, je vais créer un conflit en moi. Il y a une part de moi qui voudrait être honnête et une part de moi qui n'y arrive pas. Et c'est ça qui va être le problème en fait. Le conflit intérieur, c'est toujours une division. Donc, quand je suis divisée à l'intérieur de moi, je ne sais pas sur quel pied danser et je me commence à être incertain. C'est-à-dire, je suis dans une zone inconfortable, je ne suis pas alignée. Parce que dès qu'il y a un conflit, je ne suis pas alignée. Donc, je dis un truc, j'en pense un autre, je suis dans la contradiction, je ne me comprends pas moi-même, je ne suis pas claire, je ne dis pas des choses claires. Vous connaissez le ghosting, ça c'est le sommet de rompre en se sentant coupable. C'est-à-dire, j'envoie un texto ou un message vocal en disant bon bah écoute, voilà, t'as rien à te reprocher, je te quitte, mais bon voilà, je te laisse, ou je te dis 3 mots, voilà, moi je pars. Bon, ça c'est des trucs que vous avez certainement connus. D'ailleurs, si vous vous mettez à la place de celui ou de celle qui est quitté avec un SMS ou un message vocal comme ça, genre ça fait 6 mois que vous êtes imaginez, ça fait 6 mois ou 1 an que vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui ça match quand même, c'est quand même une relation assez dense, profonde, puis d'un coup, hop, il vous envoie 3 textos assez lâches, quoi. Oh finalement, c'était bien entre nous, mais je pars. Voilà. Puis des fois, c'est vraiment, vous avez des messages très pauvres en fait. Plus je me sens coupable et plus je risque d'être lâche, plus je risque d'être pas claire. Parce que je veux éviter la culpabilité. Donc, et le ghosting, c'est vraiment le maxi, c'est le sommet de la culpabilité. J'ai tellement honte d'être comme je suis, d'être méchant, que je préfère me débarrasser de ma culpabilité et d'éviter. C'est la posture du retrait. Je fuis, courage, fuyons. Donc vous allez voir que tous ceux qui sont impactés par ce conflit intérieur, en tant homme ou femme, peu importe, si vous êtes dans ce conflit entre une partie de moi veut jouer au gentil, se veut être gentil, veut pas blesser, veut pas faire souffrir, veut être aimé en étant gentil, et une autre partie de moi n'a pas tant envie que ça de rester dans le lien, vous allez générer des comportements anguilles, quoi. Et c'est ce qu'on appelle les contre-dépendants ou les évitants de la relation, ou ceux qui font un pas en avant, un pas en arrière. Donc on les appelle aussi les passifs-agressifs. Les fuyants, quoi. Bon, j'avais fait tout un travail sur les gens qui fuient la relation. Voilà, bon, c'est un peu ça. Je veux tellement... Et en général, c'est soutenu par cette part qui veut être gentil.
altruiste, généreux. On aime tous apparaître comme généreux, altruiste, sympa, aimant, aimable, donnant, etc. Donc, si vous-même, vous n'aimez pas cette partie qui est médiocre, qui n'est pas si gentille, etc., et que vous êtes OK de la montrer, ça va. Mais si vous n'avez pas envie de rencontrer votre ombre prend part, vous possède en fait. Donc, vous voulez jouer au gentil, vous n'en êtes pas un. Mais personne n'est gentil en fait. Ça n'existe pas la gentillesse pure. Vous avez vu quelqu'un de gentil tout le temps, ça n'existe nulle part. Donc, parce qu'on est des êtres complexes et contradictoires, on ne peut pas être que gentil. Alors, plus vous voulez jouer gentil, plus vous êtes un méchant, en fait. Parce qu'en faisant des coups pendables comme ça, en mode j'y vais pas, je te ghost, je te dis pas vraiment pourquoi je te quitte, ou je te dis pas avec qui je te quitte, ou je te dis pas est-ce que je pars pour un autre, alors que vous partez pour un autre, par exemple, vous racontez pas la vérité, c'est qu'il y a une partie qui se sent tellement coupable de paraître quelqu'un de pas OK, que vous préférez raconter des cracks, quoi. Voilà. Et ça vous nuit. Ça vous nuit parce que ça ne résout pas le conflit intérieur, parce que ça va se répéter. La partie de vous qui a peur de se montrer non OK, ça va se perpétuer, ça. Vous allez continuer dans vos prochaines relations amicales ou en amour à montrer une facette de vous qui n'est pas totalement vous. Donc ça ne va pas se régler maintenant. Donc vous savez, pour moi, de mon point de vue, vous n'avez pas tellement intérêt, parce que derrière toutes ces problématiques, c'est la peur de perdre totalement la relation. Donc si je suis honnête et que je dis clairement à voix haute tout ce que je pense tout bas, auquel l'autre va peut-être être blessé ou s'effondrer un moment, ou être en colère, ou se fâcher contre moi et me dire que je ne suis pas sympa, ou que je suis un méchant, une méchante. C'est OK. Est-ce que je peux prendre le risque de me confronter à la colère de l'autre ou tragique de l'autre ou à l'effondrement de l'autre, sans prendre non plus complètement son histoire pour moi. Ses émotions sont les siennes. Je ne la laisse pas tomber, mais je lui laisse de l'espace pour que la colère s'expose en fait. Et je lui laisse de l'espace pour la colère qu'elle va traiter avec ses amis ou avec son psy, avec qui elle veut. Enfin, si c'est une femme, pareil, c'est un homme. C'est bien de laisser de la place à l'autre pour avoir ses émotions propres. Vous ne pouvez pas à chaque fois arriver en sauveur et dire, ah non, je suis gentil, je ne veux pas te faire de la peine. Alors je ne te dis pas le un quart de ce que je pense, mais j'en pense pas moins, quoi, en fait. Donc l'autre, c'est encore pire. Voilà. Donc vous avez intérêt, à mon sens, à travailler sur vos contradictions internes. La part brillante, là, le faux self qui veut se monter gentil, et qui ne veut pas blesser. Et de voir comment vous pouvez arrêter cette mécanique qui est malsaine, à mon avis, qui est de vouloir se montrer toujours en apparence quelqu'un de gentil, d'aimable, avec un grand sourire, et de faire des grimaces. Voilà. Parce que ça n'aide pas l'autre à se confronter à la réalité, et la réalité, elle est telle qu'elle est. Elle n'est pas toujours sympa, mais le réel est préférable à une image, un imaginaire, un fantasme. Parce qu'en fait, ça arrive, ça. Moi, je vois dans ma patientèle, j'ai des personnes qui sont quittées et qui s'accrochent désespérément à quelqu'un qui n'est pas clair. Pourquoi ? Parce qu'il donne ou elle donne l'espoir qu'elle va revenir, parce qu'elle ne dit pas pourquoi elle l'a vraiment quitté, elle ne donne pas les vraies raisons. Elle dit « Oh, ben, je te quitte », on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a qui quittent sans quitter. Et donc, du coup, celui qui est agrippé, là, celui qui est accroché, qui n'a pas les vraies raisons, mais ça grippe encore plus, et il a l'espoir que peut-être il va revenir. Donc quand vous laissez l'espoir, alors qu'à l'intérieur de vous, ça sonne plutôt ouais, bof, quoi. Je n'ai pas forcément envie de revenir. Là, je donne un exemple où la personne n'a pas envie, celui qui quitte n'a pas envie de revenir. Parfois, c'est pas clair, il n'est pas clair non plus, il a peut-être envie de revenir. Mais là, il n'a même pas envie, il a plutôt envie de tout lâcher. Il ne veut pas se sentir coupable, il ne veut pas se faire face à la colère de l'autre, il n'a pas envie de s'embêter avec l'autre, il lâche l'affaire, quoi. Bon. Mais il laisse quand même l'espoir, l'autre va s'agripper. Donc laisser l'espoir à quelqu'un, c'est le mettre suspendu à ses lèvres, c'est pire que tout. Parce que là, l'espoir pour l'autre, ça va être un désespoir en fait. Pour celui qui est quitté et qui ne comprend rien et qui n'a pas les bonnes raisons et qui n'est pas dans la clarté, ça va vraiment, au contraire, l'enfoncer encore plus. Donc si vous êtes certain que vous n'avez pas envie d'y retourner à cette relation, soyez clair, quoi. Soyez plus dans l'honnêteté, ça c'est un conseil que je vous donne, plutôt que de patauger et laisser patauger tout le monde. Les gens qui sont dépendants vont vous courir après.
Imaginez, s'ils sont un peu dépendants affectifs et que vous ne donnez pas vraiment clairement les raisons pour lesquelles vous partez, si vous laissez de l'espoir, bah, ils vont vous courir derrière. Alors ça vous flatte votre ego, vous êtes content, mais en fait, vous faites quoi après? Enfin, ça sert à quoi de laisser courir quelqu'un derrière vous, là, comme un toutou, alors que finalement vous ne le récupérez pas? Parce que voilà, voir ça vous fait pitié. Bon, ça n'a aucun intérêt. Donc je vous invite plutôt à outrepasser cette image du gentil ou de la gentille et éventuellement, si vous avez vraiment plus envie d'être avec cette personne, plutôt que de vous sentir coupable, de mettre en clarté, en vérité. Alors vous pouvez pas le faire, si vous avez tellement peur de la réaction de l'autre en face émotionnelle, vous pouvez le faire à l'écrit, hein, mais pas en mode je t'envoie un texto, hop, salut, je pars. Ou un vocal. Oh, tu n'as rien à te reprocher, salut. Voilà. Alors, il y a aussi, oui, je pensais au cas, parce que j'en avais un comme ça dans ma clientèle il y a 2 jours, qui fait à la place. C'est-à-dire, si je ne romps pas, j'imagine qu'il ne va pas pouvoir le faire. Donc, je vais le faire à sa place. Voilà. Donc là, on est vraiment... Et je me sens coupable. Alors, j'ai un exemple comme ça. Il y en avait... C'est un des deux qui dit non, mais moi, je ne veux pas... je vais te quitter. Je t'aime, on s'aime vraiment. Mais je vais te quitter parce que je sais que tu ne le feras pas, parce que moi, je ne veux pas avoir d'enfant et toi, tu en veux. Ouais, c'est des raisons un peu... voilà, ça, c'est des raisons où on ne peut rien faire hein, dans ces cas-là. C'est des systèmes de valeurs qui s'écartent. Et donc, si toi, tu le feras pas, donc je vais décider à ta place de rompre. Alors ça, c'est des trucs un peu aussi qui tu es pour décider à ma place. Tu n'es pas moi. Donc, oui, mais je sais que tu ne le feras pas. Si tu vas laisser traîner, tu n'auras pas le courage de me quitter, donc je te quitte avant que... voilà, un truc comme ça. De nouveau, c'est des espaces trop fusionnels. C'est-à-dire, il n'y a pas de frontières. Toi, c'est toi, moi, c'est toi c'est moi. Je pense à ta place, je sais que tu ne vas pas le faire, donc je prends la décision à ta place. C'est hyper violent. Hein. Tout ça pour vous dire qu'à vouloir être gentil, ça fait l'inverse, en fait. C'est complètement contre-productif. Ça crée des zones de fusion incertaines et ça crée de la violence. C'est des passages à l'acte, en fait. Parce que vous rompez comme ça, le pauvre, la pauvre, elle ne va pas gérer, elle va rester, ça va lui faire du mal, si je reste et qu'on passe encore des années et que finalement, à cause de moi, il n'aura pas eu d'enfant, tatati et tatata, et ben à ce moment-là, à force de se mettre à sa place, et vous n'êtes pas à sa place, enfin, c'est incroyable, c'est hyper violent. Vous êtes quitté, vous dites mais je ne t'ai pas demandé de penser à ma place, quoi. Voilà, donc ça, c'est pas des bonnes raisons, mais c'est toujours pareil, je joue au gentil à la gentille. Voilà. Les bonnes raisons pour culpabiliser, là, je vous les ai marquées. On a un projet couple, on a fait des rêves ensemble, on s'est créé des projets couple, et donc du coup, je m'imagine que tu vas me dire que tu me trahis, tu m'abandonnes, notre projet s'effondre. Voilà. Donc vous avez une sorte de culpabilité parce que vous avez embarqué l'autre dans la fusée du projet couple, en la faisant rêver ou en la faisant rêver. Un classique du genre. Mais il y avait une sincérité. Je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas une bonne idée. C'est juste que quand le problème, c'est que le rêve amoureux du couple, c'est un rêve classique. Et donc, quand vous êtes au début de la rencontre, vous êtes dans les machins de doucoumisation et vous vous barrez dans « je l'aime tellement, je suis tellement amoureux de toi, je vais te faire un projet, tu vas voir, nous allons finir notre vie ensemble, nous allons acheter une petite maison, nous allons faire des projets qui nous séduisent à tous les deux et nous irons à Tahiti et nous irons naninana », enfin vous voyez le genre. Hein. Ok ? Et donc, hop, vous sortez les violons et vous êtes sincère. Sauf que vous avez embarqué l'autre dans votre imaginaire là-haut, quoi. Après, 1 an après, il y en a marre, vous êtes redescendu, vous avez envie de partir pour des raisons qui vous incombent.
Ah, on l'essaie avec les projets. Le problème, c'est que quand vous tombez sur des personnes qui rêvent de trouver la bonne personne, ça fait des années qu'elles cherchent, qu'elles sont célibataires en mode je suis célibataire, je suis indépendant, mais mon rêve l'attend. Si je pouvais trouver la bonne personne, waouh, je serais au top, au sommet de ma vie. C'est ça mon Graal, d'accord? Donc vous tombez sur quelqu'un comme ça, vous l'embarquez dans un rêve, dans votre rêve, au moment où vous êtes sincère, l'autre il y croit. Donc évidemment, pourquoi l'autre il va s'effondrer un an après? Parce que vous l'avez fait rêver. Et vous l'avez fait rêver, pourquoi? Parce qu'il avait envie de rêver. Voilà. Bon, donc on voit ici comment la culpabilité augmente à l'endroit où vous avez embarqué l'autre dans votre projet de construction à 6 mois, 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc attention, je vous mets en garde, plus vous faites des plans comme ça, des plans sur la comète, plus vous embarquez l'autre dans vos imaginaires, plus vous pouvez avoir des difficultés à la rupture, un, de vous sentir coupable, et deux, de générer de l'effondrement. Parce qu'il y en a qui sont hyper accrochés au projet couple. Ils ne sont pas accrochés à vous, ils sont accrochés à la sécurité du projet couple. Vous êtes le vecteur, vous êtes l'acteur, mais ce n'est pas tellement vous, en fait. Voilà, c'est la projection du projet couple. Donc, voilà. À vous de voir si vous voulez embarquer les autres. Mais faites attention, parce que quand vous vous embarquez dans vos imaginaires, bah forcément, à la sortie, ça fait « Oui, oui, mon projet couple. Oh, mais je vais me retrouver tout seul. Mince, je repars à la case départ. » Voilà, bon, c'est un cauchemar pour ceux qui rêvent du couple. Alors, les raisons pour culpabiliser, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Oui, alors ça, c'est souvent comme ça. Hein. Bon, là, je vous disais, j'ai plus envie au bout d'un an, donc je te quitte parce que j'ai vraiment plus envie de rester. Mais il y a souvent, c'est pas clair. J'ai envie de rester, mais il y a des choses qui m'attachent à toi. Il y a des personnes qui ne sont pas claires dans leurs décisions. C'est pas tout noir, ouais, je te quitte, c'est sûr, c'est bon, allez, au revoir. C'est je te quitte, mais il y a des bonnes choses. Alors ça, c'est le coup du mari et de la maîtresse. Ou de la maîtresse et de... Enfin bon, ça peut être homme ou femme, enfin on s'en fout. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est je ne veux pas quitter ma femme, j'aime ma femme et j'aime ma maîtresse, ou j'aime mon mari et mon amant, de la manière différente évidemment, parce qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois, mais je suis attachée à ma femme pour certaines raisons et attachée à ma maîtresse pour d'autres. D'accord? Et donc j'ai du mal à quitter sans me sentir coupable, ma femme d'ailleurs, ou ma maîtresse, ou les deux à la fois, parce que je les aime toutes les deux pour des raisons qui sont des attachements différents. Souvent, un, c'est l'attachement ocytocine et l'autre, c'est l'attachement adrénaline. Un, c'est la sexualité, et l'autre, c'est l'attachement tendresse, sécurité. Enfin bon, c'est différentes formes d'attachement. Mais tout va bien, enfin, on a le droit de s'attacher dans tous les sens. Alors, le truc, c'est que quand c'est pas clair comme ça, c'est quoi le truc, c'est que je voudrais garder les deux, en fait. Mais les deux, elles veulent pas, parce qu'elles sont pas consentantes de me partager. En plus, je vais pas, si je dis la vérité, et si je dis oh, bah, j'ai ma maîtresse que je voudrais voir un peu plus souvent, et que vous êtes en contrat d'exclusivité et qu'elle est jalouse, la femme, ça va pas marcher, ça. Enfin, bon, je parle femme-mari, mais ça peut être pareil dans l'inverse. Hein. Je donne un exemple comme ça. Donc, des fois, c'est pas tout noir, tout blanc, et j'ai pas forcément envie de quitter ma femme parce que j'ai plein de bonnes raisons de rester avec elle, parce que je suis attachée, parce que ça se passe bien. Voilà, on a un partenariat qui tient la route, et j'y suis attachée. C'est pas tout blanc, et je t'aime pas toi, et je pars sur l'autre que j'aime plus. Ça, c'est un peu neuneux comme réflexion. C'est pas, voilà, on peut aimer plusieurs personnes pour des raisons différentes. Et donc, du coup, je me sens coupable de ne pas marquer le coup. C'est-à-dire, si je ne pars pas avec ma maîtresse, c'est que je me sens coupable, parce qu'elle voudrait ramener la couverture à elle, hein, classique. Elle voudrait que je me démarie. et je vais lui dire, j'y vais, mais au fond, j'arrive pas à y aller, j'arrive pas à quitter ma femme, parce que j'ai du mal à... Voilà, je suis le cul entre deux chaises, vous avez compris. Donc ça, c'est un classique du genre aussi. Comme ça que j'avais fait une conférence sur les amours impossibles, où quand on reste avec des hommes mariés ou des femmes mariées ou des gens indisponibles. Mais il faut comprendre que c'est pas simple de trancher, parce que
les motifs qui m'attachent aux deux sont des motifs différents, en fait. Je n'ai pas de vraie bonne raison de quitter ma femme, là, en l'occurrence, pour faire plaisir à ma maîtresse, et surtout si le couple socle est un couple qui évoque la sécurité. La plupart des gens n'ont pas envie de perdre la sécurité et le confort qu'offre le couple socle. Ça aussi, c'est un classique. Pour aller faire de l'exploration avec la maîtresse ou l'amant qu'ils connaissent depuis peu et qui se disent ça va être très excitant, mais bon, j'en sais rien ce que je vais devenir dans 10 ans. D'accord ? Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des personnes qui ont du mal à se déterminer en mode oui, je quitte ma femme, alors, et je le fais vraiment. Il y en a, je quitte ma femme et je le fais pas, quoi. Donc, du coup, l'autre la maîtresse se sent trahie, tati tata, voilà. Et ça, c'est des exemples extrêmement classiques que vous avez peut-être vécu vous-même. Voilà. Et comment faire dans ces cas-là ? Comment est-ce que, dans mon exemple, l'homme peut être moins divisé ? Parce que là, il y a une division interne. Je voudrais être là et je voudrais garder les deux, mais les deux tirent la couverture à elle. Je vais finir par tout perdre, à force de déconner. Ce qui n'est pas faux, des fois, on perd tout le monde dans l'histoire. Eh ben, à un moment donné, il faut travailler sur la zone d'incertitude. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans la réalité, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Donc choisir, c'est renoncer. Donc ceux qui sont mal avec cette histoire de tranchée, c'est ceux qui veulent tout garder. Et qui veulent jouer aux gentils, et qui sont en contact avec un fantasme de tout avoir, et de ne pas renoncer, en fait. Parce que dans cet exemple-là, je ne peux pas tout avoir, puisque les deux ne veulent pas partager. Ce qui est un classique. Hein. Ou alors vous allez dans le système du polyamour, et là, tout le monde partage tout. Mais si vous êtes dans l'exclusivité, ça ne marche pas, ça. Donc, chacune veut le mec pour elle. Donc, du coup, vous allez être obligé de vous positionner à droite ou à gauche. Vous ne pouvez pas être à droite et à gauche. Ouais, se positionner, ça veut dire choisir. Et choisir, ça veut dire renoncer. Et donc, ça veut dire se limiter. Et il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui ont beaucoup de mal avec la limite. Parce qu'ils vont perdre quelque chose. Et comment faire ? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de négociable ? Ou si ce n'est pas négociable, je vais choisir de perdre quelque chose. Et là, je me sentirai moins coupable. Parce que le plus difficile, c'est d'être en division, en fait. C'est beaucoup plus difficile de rester dans des zones d'incertitude et de se sentir coupable avec l'une, avec l'autre, avec l'autre, avec l'une, que de trancher, de se mettre quelque part. Voilà, à bon entendeur, salut. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas claires. Ça, c'est un exemple de relation ambiguë comme ça. Mais elles ne sont pas claires parce qu'elles ne se comprennent pas elles-mêmes. Qui ne savent pas est-ce que je vais quitter ou pas quitter. Parce qu'elles se comprennent. Elles ne savent même pas. Alors moi, ça m'est arrivé ça. Je n'arrivais même pas à me comprendre moi-même pour savoir pourquoi, quelles étaient mes raisons d'avoir envie de partir comme ça, de quitter la relation. J'étais avec quelqu'un qui était, un exemple, mais vous en avez certainement chez vous, quelqu'un qui était plutôt, qui cochait toutes les cases. Mais pourquoi irais-je le quitter ? Il répondait carrément à tout ce que j'avais espéré. Qu'est-ce qui me prend ? C'est quoi le truc ? Je me sentais mal, parce que du coup, je me dis, mais c'est quoi le problème ? Le problème, il est chez moi. Effectivement, mais donc clarifier, ça va être important, mais je l'ai fait en thérapie, de clarifier qu'est-ce qui me mettait mal à l'aise, que j'avais envie de partir de la relation, comme il n'y avait pas grand-chose à reprocher, voire je ne trouvais pas. Donc là, c'était le coup. La réponse, ça a été qu'en fait, il y avait un envahissement du territoire. Je me sentais envahie sur mon territoire. Alors qu'au départ, j'avais imaginé que c'était OK pour moi que quelqu'un vive sur mon territoire, parce que je l'avais déjà fait. Donc je me disais, c'est normal, c'est tout à fait. Donc je me racontais des histoires toute seule, en fait. Et donc je n'avais pas clarifié que moi, ça me pèse, en tout cas aujourd'hui, avant, parce que avant c'était différent, d'avoir quelqu'un sous mon toit tout le temps. Voilà, c'est comme si je me sentais tenue de rendre des comptes, quelque chose comme ça. Et donc, je me sentais envahie sur le territoire. Bon, en plus, les histoires de territoire, c'est des trucs de survie, hein, le thème du territoire.
Voilà. Et du coup, je devenais passive-agressive. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas au clair et que vous ne savez même pas pourquoi vous n'avez pas envie qu'elle reste, c'est encore plus confusionnant parce que vous envoyez des messages à l'autre, des grands sourires, oh je t'aime mon chéri, gna, gna, gna. Et en fait, il vous gonfle en fait. Ben oui, parce qu'en fait, c'est pas vrai, c'est faux, vous êtes faux. Et d'autant plus s'il y a cette instance morale qui dit mais non, mais tu ne devrais pas, mais t'as vu, il est gentil, mais il est sympa, et puis regarde, il fait tout ce que tu veux, donc t'as aucune raison de lui en vouloir, nanana. Ouais. Sauf qu'il vous gonfle. Donc il y a un problème quand même. Et c'est ça le passif agressif. Donc c'est mieux de mettre en clarté les éléments qui font que l'autre il vous gonfle, au lieu de vous raconter des histoires comme quoi mais non, tout va bien. Tout passe bien, voilà. Ça veut dire que si vous ne vous comprenez pas vous-même, ça vous oblige, soit un copain, une copine qui va vous clarifier ça, vous aider à clarifier, ou un thérapeute, enfin, faites ce que vous voulez, mais clarifiez les raisons qui font qu'il vous gave, quoi, et que vous êtes à 2 doigts de le virer. Ouais, vas-y, attends, je te passe le... Oui, vas-y, je te réponds. Vous viviez sur le même toit ? Bah, là, il venait chez moi. Il était, parce que comme il habitait loin, il venait passer du temps chez moi. Voilà. Donc c'était chez moi. Alors, on aurait pu inventer un truc si ça avait duré. On aurait pu dire on déménage et on part dans un truc à 2. Voilà. Ça aurait été, on va dire, pour moi plus confortable. Mais là, chez moi, c'était sur mon territoire. C'est pour ça que j'étais un peu en staccato. Voilà, dans cet exemple-là. Mais ça peut être autre chose. Ce qui est important dans ce que je raconte, c'est de mettre en clarté ce qui fait que j'avais qu'une envie, c'était de le mettre là-bas. Alors que je n'avais pas de raison claire, en fait. Donc, quand vous ne vous comprenez pas vous-même, essayez de vous comprendre, essayez de clarifier des choses. Ce n'est pas possible sinon. Hein. Sinon, vous pataugez dans votre propre semoule. Alors... Alors, j'avais dit un truc, je trouvais ça marrant. Voilà. Comment se sentir coupable en 5 leçons ? Moi, j'aime bien faire ça des fois. Je fais des vidéos comme ça. Comment faire pour se sentir coupable en 5 leçons ? Donc, je récapitule. 1, je veux donner le change à tout prix. Je veux jouer le gentil, quoi, ou la gentille. Hein ? Donc, hop, voilà. Comment je fais pour me sentir coupable ? Eh ben, je me mets à la place de l'autre, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense à sa place. Je me dis, oh là là, elle va se mettre en colère. Ça va être une catastrophe. Elle va vouloir se suicider dans 2 minutes. Mais comment je vais faire ? Ça va être la cata. Je ne veux pas lui faire du mal. La pauvre, c'est une petite chose fragile. Moi, je suis gentille, moi. Bon, voilà. Je vais tout perdre aussi. Ça, c'est une autre raison pour laquelle comment je me sens coupable en 10 leçons. C'est je vais tout perdre. Oh là, je perds celle-là. Comment je vais faire ? Je vais me retrouver tout seul. Catastrophe. Donc, c'est des personnes qui ont un problème sur l'autonomie. Hein, parce que la peur d'être seule, je ne suis pas autonome. Donc, je préfère garder la chèvre et le chou et la chèvre, là, parce que sinon... je ne peux pas envisager ma solitude. En général, dans les cas qui cafouillent comme ça, personne n'est autonome. Il n'y a que des dépendants là-dedans. Ils sont tous dépendants. La femme, le mari, la maîtresse, ils sont tous à s'agripper comme ça, parce qu'il n'y en a aucun des 3 qui n'a envie de perdre, donc de se retrouver seul. C'est pour ça que ça cafouille. Comment se sentir coupable ? Je ne sais pas faire un choix. Voilà ce que j'ai dit, j'arrive pas à faire un choix, choisir c'est renoncer, je veux tout garder, je veux pas perdre une partie, je veux ça et ça et ça et ça, mettez-moi tous les plats, et comme ça, je suis goulue. C'est pas de la gourmandise, c'est pas être gourmet, c'est trop manger. Ah oui, il y a aussi comment se sentir coupable, c'est en faisant des efforts surdimensionnés. Il y a des personnes qui ont des faits efforts, moi c'est mon cas d'ailleurs, et qui sont des persévérants en amour, et qui se disent « Non, c'est pas la bonne raison, c'est pas une bonne idée de rompre, pas maintenant, avec tout ce qu'on a déjà déployé comme effort, on va y arriver, on y va, on y croit, on retrousse nos manches. » Vous voyez ce que je veux dire ? On va réussir notre couple, je dois y arriver, je dois réussir, un couple, c'est pas un échec. Voilà, je
mets de l'énergie dedans, voilà, bon, vous avez compris le truc. Donc, et ben ça, c'est encore une bonne raison pour ne pas quitter, tout en voulant quitter. Peut-être que j'ai des bonnes raisons de quitter, mais je me sens coupable, je ne fais pas assez d'efforts. L'amour, c'est des compromis. Voilà, il ne faut pas partir comme ça. Donc je ne pars pas, mais j'ai envie de partir. Donc division. Et vous avez compris que dès qu'il y a de la division intérieure, c'est le bordel. Je ne suis pas claire. Je ne suis pas claire avec moi, je ne suis pas claire avec l'autre, ça fout le bordel. Voilà. Et puis, ne pas finir. Alors, ne pas finir seul, c'est quand même une des meilleures raisons pour se sentir coupable et ne pas quitter de manière claire. Hein. Ça, c'est la raison majeure. Tous ceux qui ont des problèmes avec la coupure du lien, soit c'est parce que ils ont peur de faire mal, et ils font mal en faisant ça d'ailleurs, en faisant des bricolages en quittant. Soit ils ont peur de se retrouver tout seuls in fine, et donc ils bricolent, quoi. Ça bricole dans tous les sens. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit encore? Ah, à votre avis, oui, c'est ça, je voulais vous demander, mettez-vous dans la posture de celui qui est quitté par quelqu'un qui n'ose pas rompre, ou qui se sent coupable de rompre. Pensez à un ami, une amie, ou à vous qui avez vécu une situation, rappelez-vous, où il se sentait coupable. Prenez un exemple. Est-ce que vous en avez un dans votre tête? Ou un ami, quelqu'un que vous connaissez, qui n'osait pas rompre, enfin, qui osait rompre en se sentant coupable, qui avait honte. Vous avez quelqu'un là, en tête? Qui avait honte de rompre. Hein? Des personnes mariées, oui. Oui, quelqu'un qui est marié, par exemple. Ouais, quelqu'un qui est marié, qui se sent coupable, et qui ne veut pas faire de mal à sa femme. Voilà, ok. Et donc, mettez-vous à la place de celui qui est quitté, qui se fait quitter. Ah, c'est celui qui se fait quitter. Là, oui, je vous demande de changer de posture. Mettez-vous dans celui qui se fait quitter. Voilà, c'est sa femme, elle se fait quitter. Au bout de 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, qui se passe pas mal. On va pas dire que c'est un mariage pourri. On va imaginer le cas où c'est un mariage qui se passe plutôt bien, pas mal, un peu plan-plan, mais pas mal. Le mec a une maîtresse à côté, ça se passe très bien, et sa femme, ça se passe pas mal, donc ça se passe plutôt bien. Mais non, mais alors je te prends cet exemple. Alors je te prends l'exemple inverse, parce qu'évidemment, non, mais bon, allez, on va faire l'inverse. Donc c'est une nana qui est avec une nana. Voilà, on va prendre un couple de lesbiennes, ça va être plus simple. Et ça fait longtemps qu'elles sont ensemble, et il y en a une qui veut quitter l'autre. Parce qu'elle en a marre. C'est même pas parce qu'elle a une autre nana à côté, c'est parce que voilà, elle en a marre de cette relation qui est plan-plan. Voilà, c'est trop plan-plan pour elle. Elle s'ennuie. Ça, c'est un classique aussi. Hein. Je pars parce que je m'ennuie. J'y trouve plus mon compte. C'est pas assez exaltant. Donc ça, c'est un classique du genre. Alors on imagine ça. Qu'est-ce que ressent comment c'est pour celui qui se fait quitter, celle qui se fait quitter là, ces deux nanas. Comment c'est pour elle? Alors, le jeu de rôle, c'est... tu veux pas nous la faire? Imagine la nana qui quitte. Qu'est-ce qu'elle dirait? Hein? Imaginez le sketch, là. Qu'est-ce que dirait la fille qui quitte sa compagne? Elle dit... Elle va lui dire que peut-être elle va rencontrer quelqu'un de mieux qu'elle. Ouais, alors elle va lui dire qu'elle rencontrera peut-être quelqu'un de mieux qu'elle. Alors non, je pense que ça, c'est un peu ardos. Quand tu te sens coupable, tu dis pas des plans comme ça. Tu dis, tu mérites mieux. Voilà, c'est mieux. Parce que c'est à dire, je vais me trouver quelqu'un d'autre parce que toi, c'est plan-plan. Non. Quelqu'un qui se sent coupable, il balance pas la vérité comme ça. Il y a une bulle, tu vois. C'est comme dans les BD. T'entends la voix off, tu vois. Mais en fait, non, tu mérites mieux que moi, je ne suis pas à la hauteur, regarde, je te fais souffrir, et poum, 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 je te réponds. Tous les endroits où je te fais souffrir, tu me fais des reproches, tu as bien raison d'ailleurs, parce que c'est vrai, tu as bien... Voilà, et donc c'est comme ça que ça se passe en général. Qu'est-ce qu'elle ressent quand je te dis tu mérites mieux? À votre avis, qu'est-ce que tu ressens quand on te fait ça?
bah, tu te sens trahi. Puis il y a quand même une impression de faux. Je me dis, mais elle me raconte n'importe quoi. Elle me raconte des cracks. Elle m'emmène en bateau. Ça fait pas très vrai, quoi, ce genre de plan. Oui, ça fait plus faux que trahi. Bah, ça fait plus faux. Alors, ça fait trahi parce que d'un coup, tu découvres, tu apprends que l'autre te quitte et que tu sais même pas tellement pourquoi. Voilà, donc bon. Et c'est souvent le cas quand même, parce que l'autre te donne à manger ce que tu veux entendre. Hein. Mais ne te dit pas toute la vérité. Il dit un bout de la vérité. Il ne dit pas toute la vérité qui est, ouais, j'ai peut-être, c'est trop plan-plan et peut-être que je vais trouver mieux à côté, même si je ne l'ai pas trouvé la nana tout de suite, mais j'ai peut-être l'idée que ça sera mieux ailleurs. Voilà. Donc tu es frustrante, ma chérie. C'est ça que la vérité, c'est que tu me frustres trop et donc j'en ai marre d'être là. Voilà, mais ça, c'est pas dit comme ça. Tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que tu ressens? Bah, évidemment, tu ressens que l'autre, il est faux. Tu le sais pas trop, tu veux pas trop te l'avouer. Parce que, en général, quand tu te fais quitter par quelqu'un comme ça, tu projettes, surtout quand tu veux pas être quitté, tu projettes que l'autre est admirable, qu'il est fantastique, enfin tu te racontes des conneries en fait. Tu te dis que c'est quelqu'un de bien, que c'est toi la mauvaise personne, que s'il te quitte, c'est que vraiment t'es pas bien, tu cloches, tu as des problèmes, tu es coupable, t'es un coup, enfin des trucs comme ça. Voilà, ok. Donc au lieu de voir que c'est lui ou elle qui dans cet exemple est faux, et dit pas toute la vérité, et que bon voilà, t'y es pas pour grand chose. En général, vous prenez pour vous et vous vous dites c'est moi qui ai un problème et l'autre il est extraordinaire. S'il me quitte, c'est que je ne mérite pas. Je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas digne d'être aimée. Si j'avais fait... Alors et après, ça commence, la compagne qui se fait quitter. Et si j'avais été vraiment à la hauteur, j'aurais pu la rendre heureuse, elle serait peut-être restée avec moi, et je vais faire des efforts pour la rendre heureuse, et patin. Voilà. Vous voyez l'histoire? Voilà, c'est classique. Donc il y a toutes ces espèces de déroulement d'une histoire qui ne devrait pas, en fait. Pourquoi est-ce que celle qui est quittée commence à se dire « mais c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui ne fais pas correct ». Mais parce que ça renvoie au lien parent-enfant. Quand je suis petit, même si mon parent abuse de moi, me raconte des conneries, me punit, me maltraite, me néglige, je ne peux pas imaginer, ou est absent ou négligent, je ne peux pas imaginer que c'est le parent qui a un problème. Je ne peux qu'imaginer que c'est moi qui ai un problème. Et puis, quoi, j'ai pas le choix quand je suis petit? Alors quand je suis enfant, j'ai pas le choix, parce que je suis dépendante du parent, mais j'aime mon parent. J'ai besoin de mon parent. Il y a une ambivalence de l'attachement quand je suis enfant que normalement je ne devrais pas retrouver quand je suis adulte. C'est bien le problème. Mais quand je suis enfant, j'ai cette ambivalence. À la fois, je suis attachée à mon parent parce que j'aime le lien que j'ai avec mon parent, et en même temps, je déteste ce parent ou j'aimerais rejeter ce parent qui abuse de moi, par exemple. Donc l'adulte, à la différence de l'enfant, dans une séquence comme ça, que je viens de décortiquer, là, vous avez le choix. Vous n'êtes plus obligé de réagir comme quand vous étiez petit, avec cette ambivalence de l'attachement qui est à la fois cet adulte, enfin, ma compagne me quitte, elle me dit peut-être pas tout, mais si elle me quitte, c'est qu'elle veut pas rester. La réalité, c'est qu'elle ne veut pas rester avec moi, et que moi, plutôt que de me dire je mérite rien, je suis nulle et non avenue, il faudrait que je fasse des efforts pour la garder, il vaut mieux que je me dise que dans la réalité, si elle veut pas de moi, c'est qu'elle veut pas de moi, et que j'ai mieux à faire dans ma vie. Voilà, que je mérite peut-être quelqu'un d'autre plus tard, ou d'être seule et mieux accompagnée par moi-même que de rester avec quelqu'un qui ne me veut pas. Ça n'a aucun intérêt, parce que ça, c'est le réel. Voilà. Donc ces reproductions de patterns sont classiques chez l'adulte qui est empreint de ces patterns d'enfance et qui fera tout pour garder quelqu'un qui le néglige ou qui le renéglige ou qui le remaltraite avec des ruptures qui ressemblent à rien en mode je romps mais je veux pas rompre, je romps mais je suis gentil, je romps mais je bricole n'importe quoi. Voilà. Et faites attention parce que c'est malencontreux, mais malheureusement, ça se passe la plupart du temps comme ça, pour celui ou celle qui est quitté, de se raconter ça. Un classique du genre. Moi, j'en ai tous les jours au cabinet, hein. J'ai que ça. Hein.
Il y a des personnes qui me disent ah oui, il m'a quitté, il m'a dit. Alors je lui dis mais c'est quoi les raisons? J'en avais une ce matin. Alors oui, il m'a dit que il pouvait pas s'engager parce que il était traumatisé par la dernière relation, mais il allait prendre un break pour réfléchir et puis il reviendrait pour me dire que peut-être il viendrait pas, il reviendrait pas, il reviendrait, que j'en sais rien et que moi je suis suspendue à ses lèvres depuis qu'il m'a dit que peut-être il allait revenir et que peut-être que bon bref. Donc voilà un genre de truc. Alors à mon avis déjà c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? C'est qu'il lui a dit oui mais bon je suis traumatisé par la dernière relation. Donc avec toi, alors en plus il lui avait dit, avec toi tout va bien, avec toi c'est extraordinaire, je m'entends super bien, il n'y a aucun problème dans notre relation, qu'est-ce que c'est bien ma chérie, je suis tellement bien avec toi. Et, hein, c'est faux, parce que je lui dis, attendez, vous croyez que pendant 6 mois, 1 an, là, tous les moments qu'il passe avec vous, tout va bien madame la marquise? Non, il y a plein de moments, il y a certainement des moments où c'est par accord, où c'est pas si bien que ça, où il a envie de ne pas aller au restaurant chinois, mais il y va quand même pour faire plaisir. Elle me dit, ah bah oui c'est vrai, au fait, il n'a pas confiance en lui, et il fait souvent des choses pour me faire plaisir, pour ne pas me contrarier. Il a souvent le sourire, il est gentil, ah, il est attentionné, ah bah ça pour être attentionné, il est attentionné, ça c'est sûr. Mais il ne dit pas le un quart, c'est bien quelqu'un qui n'ose pas mettre en vérité ses besoins. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est pas une mauvaise personne, c'est juste que pour garder le lien, ça c'est pour cet homme-là, pour garder le lien à son parent de l'époque, il fallait qu'il abdique ses propres besoins. Donc je dois satisfaire mon parent avant, les besoins de mon parent avant de satisfaire les miens, chose qu'il répète dans la relation à cette femme. Je dois d'abord satisfaire la femme, me hisser sur la pointe des pieds pour être gentil avec ma maman, pour ne pas la contrarier. Comme ça je vais être aimée d'elle. Donc, à force de jouer au gentil, il finit par se dégager avec culpabilité et honte de cette relation, en mode mais oui, je ne peux pas m'engager, mais parce que voilà, la dernière fois avec ma femme, c'était compliqué, mais toi, c'est tellement formidable. Ben voilà, bon, c'est en cours. Donc, bon, évidemment, elle manque de lucidité, pas tellement. Alors, elle croit pour argent comptant tout ce qu'elle raconte, évidemment. Elle se dit, bah oui, j'ai rien à me reprocher, donc j'attends, j'ai l'espoir que, j'y pense toute la journée, je me dis qu'il va peut-être revenir, voilà le truc. Hein. Un grand classique quand même. Hein. Et donc, elle se méprend sur tout ce qu'il ne lui a jamais dit, toutes les choses inavouables qu'il n'a pas osé lui dire, qui sont des fois des choses anecdotiques, hein, mais qu'il n'a pas osé lui dire pendant la relation. Et elle est suspendue à ses lèvres. Parce que lui, il n'est pas en clarté dans cette histoire. Il ne sait même pas, d'ailleurs je pense qu'il ne se comprend pas, et qu'il est incapable de se mettre en clarté et de dire vraiment ce pourquoi il n'a pas envie de s'engager, avec elle en tout cas. Voilà, bon, des exemples comme ça, j'en ai à l'appel, de chez à l'appel, et les deux souffrent. Celui qui ne dit pas la vérité parce qu'il se désengage tout en étant dans un faux self, donc il ne résout rien parce qu'à terme il va répéter. Et celle qui a l'espoir que, elle se rend dépendante, ça grippe, elle n'a pas de sécurité. Il lui a fait rêver, il l'a dit en mode ah, avec toi c'est formidable, il lui a fait un projet couple, tu vas voir, avec toi nous irons, je ne sais pas où, au pays des merveilles. Et donc elle est partie comme ça. Et après, comme ça, la chute. D'accord. Et donc après, c'est attaqué par la limérance, la fameuse limérance que j'avais définie comme étant. Voilà, elle est obsédée, il pense tout le temps. J'ai l'espoir que. Je dis bon. Alors, donc pour sortir, je rappelle, pour sortir de la dépendance affective, c'est arrêter de croire que l'homme est là pour vous protéger, parce qu'elle, c'est son truc. Un homme, mon héros, va me protéger pour ma vie dans le projet couple. On va déjà arrêter cette croyance à la noix, ça ira tout de suite mieux, etc. etc. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, en général, tous ceux qui naviguent dans des problématiques de rompre avec culpabilité, c'est souvent des dépendants affectifs des deux côtés. On est tous plus ou moins dépendants, mais il y en a qui sont gros dépendants. Pas petits, gros dépendants. Ils ont peur d'être seuls. Sinon, il y a plus de communication claire, en fait. Et je suis d'accord de montrer mon ombre. Je ne vais pas te trafiquer, et je suis plus claire avec moi-même. Ok. Est-ce que vous avez des questions, des témoignages sur cette histoire de rompre en culpabilité? Oui, mais il est 7h05, ça va, j'ai du temps. Est-ce que vous avez des questions à poser sur soit celui qui se positionne en mode « c'est moi qui romps »,
et je me sens coupable, soit pour celui qui se fait quitter. Alors attends, oui, bah, je vais parler à ta place. Ça marche pas, plus simple. Oui, donc en fait, si j'ai bien compris, il vaut mieux avoir le courage de dire des choses qui peuvent être finalement très blessantes, mais qui sont vraies, plutôt que de faire du bricolage. Alors, ce qu'elle dit, je vais reformuler parce que j'ai peur que ça passe pas. Il vaut mieux dire la vérité que de bricoler, que du mensonge, du à moitié dit. Oui, enfin, ça paraît évident, mais... Oui, oui, ça marche. Du à moitié dit, à moitié fait. Alors après, c'est la manière dont tu le dis. Il y a peut-être, tu sais, c'est pour ça que je parlais de l'écrit. Ça peut être pas mal parfois de le faire soit à l'oral, à froid, pas en mode... voilà. Ça peut être intéressant de... Alors moi, je parle plutôt de ne pas dire en mode ça fait 6 mois que je te dis tout va bien, et là maintenant je te sors toute la checklist que depuis 6 mois j'ai pas digéré. Donc il vaut mieux que je te dise au fur et à mesure ce qui m'insatisfait, me frustre, me dérange, ou les endroits où je m'accorde à toi alors que je n'ai pas envie de m'accorder à toi. Par exemple, je te fais plaisir tout à l'heure pour aller à la plage avec toi, mais moi, j'en ai pas envie, mais je le fais pour toi. J'ai le droit de te faire plaisir. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Mais je te dis que là, je le fais pour toi, au lieu de dire non, non, je vais à la plage. Oh, c'est content d'aller à la plage. Oh, super, waouh, super. Puis je suis là, oh, je serais bien restée chez moi. Voilà. Donc ça, c'est des exemples, tu vois, concrets, où je dis, je me mets en vérité, et j'attends pas un an pour te dire... ouais, putain, le nombre de fois où je suis allée au resto ou à la plage avec lui alors que j'avais qu'une envie, c'est de me reposer. À 1 heure, je faisais l'amour avec lui alors que j'avais qu'une envie, c'est de dormir. Oh, le cauchemar et tout. Bon, voilà, tu vois. Donc oui, je dis déjà au fur et à mesure. Donc j'avance pas, tu vois, le jour J en mode, il y a tout ça, je vais tout lui sortir, ou je vais rien lui sortir. C'est plutôt ça. Je vais... Non, non, parce que là, franchement, surtout que tu n'as pas vu que c'était toi qui étais en responsabilité de ne pas sortir les trucs au fur et à mesure. Donc, tu ne vas rien lui sortir du tout. Tu vas juste dire, tu es irréprochable, mais je pars. Tu vois. Donc, il vaut mieux travailler un peu sur soi, se mettre en clarté, oser dire ce qui me dérange, me frustre, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, mais que je fais quand même, par exemple, plutôt que de jamais rien dire en jouant au gentil, gentil, gentil. Mais quand même... je trouve ça mieux de se mettre en clarté, même à la fin, que de ghoster, tu vois, que de rien dire ou t'envoyer un message d'une phrase. Salut. Même pour des relations éphémères. Parce que les relations éphémères, même si ça dure, je sais pas, 3 semaines, 3 nuits, je sais pas quoi, et que tu te barres en mode je me sens coupable, en mode lâche, quelque part... déjà, tu ne te sens pas bien avec ta honte d'être coupable. Là. Tu te sens, même celui qui quitte, tu vois, il ne se sent pas très à l'aise avec ça. Et puis, ça ne t'apprend pas à être courageux, c'est-à-dire à sortir de ta zone de confort pour parler, communiquer en vérité. Communiquer sur ton émotion, tes ressentis, tes pensées, qui sont ce qu'elles sont. Tu vois, ça ne t'apprend pas à faire ça. Et c'est un apprentissage de vivre en vérité. C'est un apprentissage, pas à pas, d'oser dire qui tu es. Parce que sinon, on ne t'aimera jamais pour qui tu es. On t'aimera pour l'image que tu vas donner. C'est un cauchemar, en fait. Parce que tu cherches, on a tous une aspiration profonde à être aimé inconditionnellement. Mais plus tu donnes une image de toi cheese, plus les autres, ils t'aiment en cheese. Donc, en fait, attends-toi à ce que... on t'aime pas vraiment pour toi, on t'aime parce que tu fais t'es gentil, tu fais plaisir à l'autre, tu fais tout ce que veut l'autre, en mode soumis, quoi. Donc forcément. Et donc plus tu vas être soumis, plus tu vas faire des passages à l'acte. Plus toi, tu vas faire des passages à l'acte, en mode comme ça, puisque c'est comme ça, je vais voir ailleurs, puisque c'est ça, j'arrête, puisque c'est comme ça, je fuis. Parce que tu ne peux pas te mettre en clarté, en vérité. Donc je préconise en général d'oser être soi face à l'autre. D'ailleurs, ça va faire l'objet de ma formation en ligne là, qui démarre en début mai. Je fais une formation en ligne là-dessus. Mais tu vois, c'est important, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, mais qui se décide volontairement. Parce que si en tant qu'adulte, je n'arrive pas, je bricole et je magouille et je n'arrive pas à me mettre en vérité, c'est que la petite fille en moi, c'était une fille, elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle se faisait ramasser. Elle se faisait... il y avait la pression des adultes
qui la rejetait ou où elle devait obéir, où elle perdait le lien du parent. Donc elle ne pouvait pas à l'époque. Donc c'est pour ça que la petite qui a grandi, qui est encore à l'intérieur de toi, elle croit toujours à l'âge adulte que si elle dit la vérité, c'est grave, il y a des conséquences très fâcheuses. C'est pour ça que c'est une intention, mais qui ne peut ne pas toujours être soutenue dans la réalité. Tu vois. Et puis il y a la diplomatie, il y a la manière de communiquer, tu n'envoies pas non plus les 4 vérités. En mode, c'est tellement plan-plan avec toi, mais c'est quand même de mieux de dire avec toi, j'ai l'impression que je m'ennuie, c'est quand même mieux de dire je m'ennuie avec toi, ou t'es pas assez physiquement, j'ai plus de désir tellement j'en avais beaucoup au début, maintenant j'en ai plus, voilà. C'est quand même mieux de dire au fur et à mesure ces trucs de vérité, parce que ça peut se réajuster. Si l'autre ne le sait pas et le découvre, ou le découvrira jamais, et que tu ne l'as pas dit, c'est resté coincé, au final, c'est ce qui abîme la relation. Donc il vaut mieux annoncer au fur et à mesure qui tu es, donc de sortir un masque découvert, plutôt que de jamais rien dire, garder pour toi, ça fait des couleuvres en fait. Mais n'empêche que ça entache et ça parasite la relation. Parce que si tu quittes parce que tu le trouves moche et que tu n'as plus de désir, alors qu'au début ça allait parce que je sais pas, il a grossi, je te dis n'importe quoi, bon, bref, ça sert à quoi Qu'est-ce que tu en penses? Une réponse un peu longue, hein. J'avoue. Oui, c'est plus clair. Effectivement, ça me paraît toujours très difficile de dire des choses blessantes. Ah bah c'est très... Oui, voilà, donc tu peux te sentir coupable de ne pas dire la vérité. Oui, c'est difficile de sortir de ta zone de confort qui est j'ai peur de faire du mal. J'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur que l'autre s'en remette pas. Je ne veux pas faire souffrir parce qu'en amour, on ne fait pas souffrir les autres. Exactement. C'est important. Bah, cette conférence est faite pour toi. Voilà. Vas-y, passe fil. Parce que justement, à contrario, pour celui qui est quitté, d'entendre dire des choses peut-être vraies et justes. Déjà, quand on est quitté, là, c'est de ma faute. Comme tu me disais que, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si en plus on nous rajoute des couches en disant, ben, c'est parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, finalement, la confiance, elle est perdue totalement. Enfin, celui qui est quitté, il se dit, mais c'est moi qui suis horrible. Ok, donc bon, si jamais c'est pas passé, c'est si j'ose dire la vérité quand je quitte, plutôt que de me sentir coupable et de rien dire en étant lâche, et je lui dis ces 4 vérités, je prends le risque de blesser certes, mais j'ai peur que l'autre perde complètement confiance en lui. Déjà qu'il avait une confiance de merde, mais si j'en rajoute 3 couches, elle va se retrouver en bas des pâquerettes. En tout cas, j'ai peur que ça l'écrase en fait, qu'elle soit écrasée par mes reproches. D'accord? Ou mes revendications, ou mes exigences. On a toujours tendance déjà, quand on est quitté, à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et si en plus l'autre nous dit ce qu'on a fait de mal, ce qu'il n'a pas en nous. C'est pas forcément ce que tu as fait de mal, c'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu vois, ce que j'ai fait de mal, tout de suite, tu vois, c'est intéressant, parce que tu me parles comme la petite fille qui se dit si papa me rejette ou me punit, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Donc tu n'as pas fait quelque chose de mal quand tu es une adulte. Tu ne corresponds pas, tu frustres la personne parce que ses besoins ne correspondent pas aux tiens, mais tu n'as pas fait quelque chose de mal. Donc ça, c'est important de réajuster. D'ailleurs, si tu quittes quelqu'un, plutôt que de dire tu fais quelque chose de mal, c'est pas l'autre qui fait quelque chose de mal. Ses comportements, ses agissements, ses valeurs, ses opinions, par exemple, je veux faire des enfants, pas toi, il y a une différence de religion, il y a un écart d'âge trop grand, c'est pas qu'il fait quelque chose de mal, c'est que ça ne me correspond plus aujourd'hui. Donc c'est aussi de ta responsabilité, si tu es quitté et que tu n'as pas confiance en toi, de revisiter ce truc-là qui est « c'est forcément moi qui fais quelque chose de mal ». Non, il ne me veut pas, il me rejette parce que je ne lui corresponds pas. Donc j'ai mieux à faire que de rester avec quelqu'un à qui je ne corresponds pas. Qui sont ses raisons, qui ait raison, qu'il ait tort, on s'en fout. C'est ses raisons à lui. Peut-être que je trouve que c'est débile ces raisons pour lesquelles il me rejette et qu'il part. Mais en attendant, il voit les choses comme ça. Et ça ne parle pas forcément, tu vois, de moi qui fais mal quelque chose. Tu vois, ici, tout de suite, c'est intéressant, c'est vraiment ça. C'est moi, c'est comme la majorité de mes patients. Hein. C'est moi qui fais quelque chose de pas bien ici. Je suis fautif, je ne suis pas correct. Je devrais me changer en autre chose pour être aimé de cette personne que j'admire tellement ou qui est tellement extraordinaire à mes yeux.
Non, je ne vais pas me changer en crêpe alors que je suis un gâteau au citron. Non, je vais rester gâteau au citron, ça ira très bien comme ça. Et qui aime les gâteaux au citron viendra avec moi. Voilà. Tu vois ? Donc, il ne faut pas le voir comme ça. Et donc, si c'est toi qui quittes, avec l'idée que l'autre ne va pas s'en remettre, parce que tu penses qu'il n'a déjà pas confiance en lui, et que tu vas l'écrabouiller, non. C'est important que tu le laisses mijoter dans sa semoule pour voir comment il va remonter de son... Tu vois, si je me mets en vrac pour quelqu'un, c'est que je me raconte des trucs faux, en fait. C'est que je ne m'aime pas assez. Donc je dois apprendre dans ma vie à m'aimer, à me respecter pour pouvoir assumer le rejet d'un partenaire de couple. Parce que la vie est impermanente et éphémère et que je vais trouver des ressources en moi pour faire face à une rupture. Plus je fais de deuil et plus j'apprends normalement à remonter à la surface avec mes propres ressources internes d'adulte, pas d'enfant. Là, c'est des trucs d'enfant, ça. Donc les deuils ne sont pas négatifs en fait. Hein. Les ruptures, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Ça apprend quelque chose. Ouais, vas-y. Je vais donner ton point de vue. Personnel. J'étais en couple depuis longtemps et j'ai voulu me séparer parce qu'il y avait un essoufflement du couple. Ouais. Et il y avait une culpabilité absolue de quitter l'autre pour ces raisons-là, de ne pas penser que l'autre était capable de s'en sortir. Ouais. Et donc, moi, mon envie, c'était de vouloir changer de registre, c'est-à-dire de vouloir passer d'un registre d'amour à un registre d'amitié. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ah oui, ça c'est un classique. J'ai été interviewée. C'est-à-dire être dans un autre contexte de rapport qui permettait de continuer à être avec l'autre sans être dans une relation d'amour. Oui. Alors, en rapide, je le fais pour si ça n'a pas bien marché. Oui, c'est ce que je disais. En plus, c'est l'exemple de c'est trop plan-plan et la relation s'essouffle et donc je te quitte parce que ça s'essouffle. Et donc, voilà. Et effectivement, c'est une des raisons, mais je veux pas... on va transformer notre relation, on va la faire passer d'une relation de couple classique à une relation d'amitié. Parce que je ne veux pas te perdre, c'est ça, je ne veux pas tout perdre. Alors, ça dépend des personnes. Et soit le partenaire, elle n'était pas d'accord. Elle s'est dit, oh là là, c'est parce que c'est souvent trop douloureux tout de suite de passer en amitié. On change de positionnement, on passe du couple où on fait plein de choses ensemble à on se voit sporadiquement pour partager un machin ensemble, mais bon, voilà. Donc il y a le temps du deuil. Et je dis souvent, avant de passer en amitié, il faut que l'autre fasse son deuil de la relation du couple, du projet couple, de tout ce que ça engageait, si tu veux. Et donc, ça ne peut pas se faire comme ça en 2 minutes. Il faut qu'elle, dans sa tête, elle puisse shifter du couple à ami. Tu vois, et c'est complètement différent. En amitié, on ne va pas passer beaucoup de temps ensemble, on se voit de temps en temps comme ça. On peut avoir d'autres histoires à côté. Donc, il faut qu'elle shift. Et cette bascule, parfois, elle ne se fait pas. Parfois, elle ne se fait pas tout de suite, elle peut se faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou voire jamais. Mais ce passage du projet couple au projet amitié, ce n'est pas gagné, et ce n'est pas toujours sain parce que ça empêche l'autre de faire un vrai deuil. Parce que si elle a l'espoir que ton truc d'amitié, ça glisse sur autre chose, ça reprend sur le projet couple, c'est malsain pour elle, elle ne s'en sortira pas. Elle va s'agripper en mode oui, mais il me dit qu'on est amis, mais de temps en temps on fait l'amour. Enfin, j'en ai vu plein des cas comme ça. Mais de temps en temps ça glisse un peu, on fait un peu l'amour, mais bon, mais non, on reste amis. Mais j'ai vu un mec comme ça il n'y a pas très longtemps, qui était dans un état pas possible parce que justement, à chaque fois qu'il revoyait son ex-femme, qui s'était recasé avec un autre mec en attendant, hein, mais à chaque fois qu'ils se revoyaient, ils s'entendaient bien quand même, ils refaisaient l'amour, et lui, il était complètement agrippé à elle, là, il ne voulait plus la lâcher. Parce qu'il croyait qu'elle allait se remettre avec lui. Sauf qu'elle ne se remettait pas avec lui. Parce qu'elle lui en voulait pour des raisons, je ne sais pas quoi, de logistique, bon bref. Et donc, lui, il était hyper en souffrance parce qu'il n'arrivait pas à faire le deuil. Et je les ai vus tous les deux à un moment donné, il a fallu que je les aide à elle à se positionner en mode non, bah non, on arrête quoi. Je ne retournerai pas avec toi, que les choses soient claires et nettes. Et lui, il a pu faire un deuil. Parce que sinon, il avait toujours l'espoir. Tu vois, tu entretiens l'espoir. Si tu n'es pas clair, tu entretiens l'espoir que peut-être ça va se remettre. Voilà, parce que... voilà. Si on peut être clair en voulant ça, mais donc oui. il faut quand même...
Ben, ça dépend qui. Alors ça peut marcher si la relation s'essouffle pour les deux. Si de son côté, elle a envie de passer du projet couple au projet amical, et qu'elle-même est d'accord que voilà, vaut mieux être amie de temps en temps, mais pas investir, parce que l'investissement en couple, c'est pas le même qu'en amitié. Hein. On investit beaucoup plus en couple qu'en amitié. En amitié, bon, t'es là, t'es pas là, on va pas t'appeler toutes les 5 minutes, t'es dispo, c'est bien, t'es pas dispo, ben au revoir, quoi. Donc l'engagement est pas du tout, l'implication n'est pas du tout la même. Et donc si elle n'est pas prête à faire ce pas, tu peux pas lui imposer ce truc parce que toi, tu veux tout garder, tu vois. Tu es obligé de considérer qu'elle, elle le fera ou pas, ce pas, qui a un positionnement d'engagement différent. Et si elle ne le fait pas, c'est que c'est trop douloureux pour elle, qu'elle est trop attachée à toi, en fait, et qu'elle ne peut pas passer du projet couple à rien du tout. Parce que souvent, pour les femmes, c'est juste pour dire, le couple est synonyme de sécurité. C'est biologique. Pour une grande part biologique, donc elle projette que si je reste en couple avec cet homme, et ce jusqu'à la fin de ma vie, alors à ce moment-là, je peux dormir sur mes 3 oreilles. S'il n'est pas là, si c'est juste un ami, je vais dormir que sur 2 oreilles, voire 1 oreille, je suis très mal. Et pourquoi certaines, d'ailleurs, vont naviguer avec... D'ailleurs, je vais aller plus loin. Il y a des nanas qui vont dire « Ah non, mais je préfère le garder en amitié que rien du tout. » Donc là, elles se perdent elles-mêmes. Pourquoi elles font ça? C'est des dépendantes, hein, c'est des nanas qui ont tellement projeté une relation de couple avec ce partenaire-là qu'elles ne peuvent même pas s'imaginer sans dans le futur. Voilà, parce que le couple est synonyme de sécurité avant toute chose. Donc elles sont parties dans ce que je rappelais l'imaginaire du couple. Voilà. Et donc elles se perdent là-dedans en disant non, je préfère l'amitié en choix par défaut que le couple. Donc elles se paument là-dedans, quoi. Un choix par défaut. C'est-à-dire, je ne mérite pas mieux, quoi. Alors, je me mets en mode serpillière. Donc tu vois que des fois, toi avec ton truc de je veux te garder en amitié parce qu'on a quand même un lien d'attachement qui est fort, et tu peux comprendre que l'autre, si elle te dit non, c'est qu'il y a un endroit où elle se respecte, dans le sens où elle va travailler sur son sentiment de sécurité intérieure sans passer par toi, plutôt que de te garder en ami, mais en fait elle voudrait autre chose, elle voudrait plus qu'un ami, quoi. Donc voilà. Ouais, vas-y. Juste le chemin par lequel passe justement cette non-volonté à se séparer. Ouais. Dans le premier cas, qui était de correspondre à une norme sociale ou à un comportement acceptable, ouais. C'est par l'ego en fait. Ouais. C'est l'ego qui nous dit que ça. Quand je veux être quelqu'un de bien. Je veux rester honorable, donc ouais. je ne vais pas dire... Oui, c'est l'image, que la posture, c'est l'image, ouais. C'est la belle image. Tout le reste, c'est des blessures, finalement. Oui. Ça... Ben, oui, il y a deux, j'ai dit au début, en intro, j'ai dit il y a deux grands items pour lesquels tu te sens coupable. La belle image et l'identification à la victime. J'ai été moi-même rejetée et dans mes blessures, et je m'identifie par empathie à l'autre. Et donc là, c'est ce que je parlais de compassion, c'est-à-dire que tu souffres avec. Et donc tu te sens coupable parce que tu veux pas, tu veux pas revivre, lui faire vivre ce que toi tu as déjà vécu et que c'était insupportable. Et donc ça, c'est un truc d'identification empathique, un truc classique. On ne dit pas que les gens reproduisent le schéma, hein? On ne dit pas que les gens reproduisent le schéma, ceux qu'ils ont vécu finalement plus jeunes, ils le reproduisent. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on ne dit pas qu'on reproduit le schéma? Alors, soit, il y a deux manières. Soit tu as été victime. Par exemple, tu t'es fait trahir par tes parents, un de tes parents, et tu as trouvé insoutenable. Donc tu te dis, plus jamais ça, je ferai tout l'inverse. Soit tu méconnais la blessure infligée, tu te dis, mais non, c'est rien, c'était pour mon bien, puisque le parent, en général, il dit, c'est pour ton bien. Si je te maltraite, c'est pour ton bien. D'accord ? Bon, un classique du genre. Et donc, toi, tu te dis, c'est moi qui cloche. Il avait raison, l'adulte. Et donc, quand tu vas grandir, comme tu n'as pas reconnu la blessure infligée, tu as mis l'émotion de côté, tu dis, mais non, c'était rien, c'était normal, il avait raison. Donc, tu t'es mis à distance de l'émotion, donc tu reproduis. C'est là où tu reproduis. Donc, tu vois, il y a deux manières de gérer. Soit tu feras exactement l'inverse, soit tu feras comme, parce que tu as mis tout à distance. Pour avancer, tu as dû mettre tout à distance et refouler tes émotions de douleur, de rage, de désespoir, ce qu'on fait en thérapie. C'est on remet à jour toute la rage stockée contre ce parent qui était dysfonctionnel, en fait. Toi.
Et c'est ceux-là qui reproduisent. Mais oui, en général. Mais là, dans cet exemple, c'est plus par identification empathique. Voilà, j'ai été trahi, je ne veux pas trahir. Donc je me sens coupable. Et ça peut se comprendre, en même temps, ça peut se comprendre. C'est juste que c'est des mécanismes qui sont malsains, en fait, parce que ça entretient des confusions, des liens qui continuent d'être symbiotiques, parce que tu n'es pas clair. Donc je vous rappelle que moins on est positionné, plus on donne des informations à l'autre, on ne donne pas assez d'éléments à l'autre. Et donc l'autre, il patauge aussi. Ça donne de la confusion, en fait. Vous envoyez des messages ambivalents. Je t'aime, mais je ne te veux pas. Bon, l'autre, il se dit... il ne sait plus, il est paumé, quoi. Et c'est un classique. Hein. Après, on vous taxe de manipulateur, de pervers narcissique. Ben oui, mais parce que vous envoyez des messages qui vont dans tous les sens. Donc voilà. Donc quand vous êtes clair, ce n'est pas contre l'autre que vous le faites, ce n'est pas pour lui faire du mal. C'est pour offrir de la clarté, de la précision, de la clarté, et pour l'aider à se positionner à son tour. Voilà. Tu vois, donc là, c'était OK parce que tu lui as dit, voilà, moi je veux arrêter cette relation. Est-ce que tu es OK pour passer en amitié? Elle te dit non, on respecte. Pas en amitié, ben, on ne fera pas en amitié, puis c'est tout, quoi. Parce que ça lui permet de faire un deuil. Toi, tu perds quelque chose, mais elle, ça lui fait faire un deuil. Et peut-être un jour, elle reviendra en amitié ou pas, mais elle passera à autre chose. Ouais, vas-y. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'un autre pour quitter quelqu'un? Ouais, bonne question. Y a-t-il un moment opportun pour quitter? Quel est le bon moment? Non, c'est beau, je l'ai entendu. Quel est le bon moment pour quitter? J'ai répondu déjà, mais je te le refais. J'ai répondu tout à l'heure, je te la refais. En fait, il ne faut pas attendre le moment. L'idéal étant de faire des temps de régulation au fur et à mesure de la relation. Tous les 3 jours. C'est comme tu mets ta voiture au garage, faire des révisions. Tu n'attends pas qu'elle soit capoute pour t'en débarrasser. Eh ben, c'est pareil. Donc tu fais des contrôles. Tu vas discuter avec ta partenaire, ou ton partenaire si tu es homo. Il ne faut pas les froisser. Bon, voilà, vous avez compris. Donc, tu fais des échanges réguliers où tu te mets à jour, et elle se met à jour, en disant, voilà, ce qui me heurte, ce qui me va pas, ce qui est difficile pour moi, ce qui est important pour moi, ce qui n'est pas pour moi. Donc, tu n'attends pas le dernier jour pour dire quel est le moment. Parce que là, il n'y a plus de moment. Tu vois? Et si vraiment tu n'es pas en clarté, avant de quitter, je t'invite à faire une séance de clarification. On appelle ça de la clarification du mental, pour voir les éléments, tu vois, les tenants, ce qui va dans le pour et ce qui va dans le contre. Donc peser la balance des arguments qui vont vers la rupture et ceux qui vont vers l'attachement. Parce que des fois, je t'ai dit, on ne se comprend pas soi-même. Donc c'est mieux de clarifier à l'intérieur de toi tes arguments, tes positionnements et tes émotions, plutôt que de te raconter des histoires et de naviguer dans le flou. Voilà. Et après, une fois que tu as clarifié, ça vaut la peine de clarifier à l'autre, soit à l'écrit, soit à l'oral. Et déjà, il faut te clarifier toi-même avant de... On dit souvent, le cœur a ses raisons que la raison ne je sais pas quoi. Ignore. Voilà. Donc des fois, vous avez des raisons qui sont complètement flottantes, parce que ça, c'est pas des... C'est gentil, je t'aime plus. Alors ça, c'est les machins de nœuds, la mort, moi, le nœud. Là. Alors, je t'aimais, je te quitte, je ne t'aime plus. L'autre, il n'a rien compris, mais ça veut rien dire. C'est vraiment du grand n'importe quoi, ça. D'abord, je t'aimais pas plus qu'avant que maintenant, parce que je t'aimais, égal, tu remplissais tous mes besoins, tu remplis plus mes besoins, maintenant je t'aime plus. Ça, c'est vraiment une classe de récré. Hein. Donc, il faut arrêter avec ça. Donc, clarifier, qu'est-ce que ça veut dire aimer, qu'est-ce que ça veut dire ne plus aimer, c'est quoi les éléments, quoi. Et si quelqu'un vous l'a fait, celle-là, entre celui qui vous dit ou qui vous sort ah oui, t'as rien à te reprocher, c'est moi qui suis perdu, et l'autre qui te fait je te quitte, je t'aime, je te quitte, ouais, j'ai pas de raison de te quitter, ou je t'aimais, je t'aime plus. Bon, ça, c'est vraiment. Mais il ne faut pas prendre ça, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire.
Mais rien dire du tout, parce que vous le prenez perso. Oh, il m'aime plus, c'est ma grande faute, oh, qu'est-ce que j'ai, je suis moche, ça y est, j'ai vieilli, je suis archi-tarte, bon, c'est grave et tout. Mais non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est pas je t'aime et je t'aime plus, c'est tu ne réponds plus à mes besoins. Oui. En fait, par exemple, quand vous dites quel est le meilleur moment pour quitter, en quelque part, déjà la décision elle est prise. Ouais. Je ne sais pas, parce que sinon, à jouer, à dire, bon, comme tu expliques, tu Bah fais oui. des points, puis tu vas dire à l'autre, bah, ça ne me convient pas, parce que voilà, ça ne me correspond pas. Ça veut dire que tu donnes à l'autre l'opportunité d'avancer, D'échanger. de progresser, et qu'il y ait une suite. Enfin, Ouais. mais si déjà tu es en train de te dire... Quel est le bon moment? Quelle heure? Alors, le jour, l'heure. Oh putain, il va falloir que je lui annonce la mauvaise nouvelle. Oui, c'est que ta décision est déjà prise. Oui, ta décision est déjà prise, mais tu te sens coupable à l'idée de lui balancer la vérité parce que tu te dis ça va lui faire du mal. En tout cas, ce que je trouve compliqué, c'est effectivement, quand on est dans la culpabilité, c'est de se dire, oui, de faire des points, dire à l'autre, oui, bah, il y a ça qui ne va pas. Mais l'autre, du coup, va essayer De s'accrocher. De répondre, de faire Oui. en sorte que ça aille mieux. Mais en fait, c'est vrai que la difficulté, c'est d'être clair au départ. Mais c'est d'être clair au départ. Mais effectivement, d'être clair dans tes raisons qui justifient qu'il y a plus de moins que de plus. Parce que pour quitter, il faut qu'il y ait plus de moins. Oui, il faut qu'il y ait D'accord. plus de moins. Bah oui. Il faut avoir le courage de dire à l'autre, de toute façon, il y a trop de moins. C'est ça. C'est ça. Et ça va pas. Ben, ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger. C'est pas s'arranger, mais c'est bien de dire ça va pas s'arranger. Parce que Quand il te lâche pas, alors en fait, il veut pas tout perdre. Il veut pas te perdre, mais il veut pas être là. Enfin, Oui, d'abord il se sent coupable, donc il est à la honte et j'ai peur de regretter que plus tard j'ai pas les bons éléments. Tu vois, quand tu dis je te quitte parce qu'il y a plus de moins que de plus, mais il doute. Souvent cette personne elle se dit oui mais il y a quand même des bons trucs quand même. Et puis si je la perds, je vais perdre ceci et cela. Je vais perdre les bons trucs. Tu vois, c'est pas tout noir tout blanc. C'est bien le problème. C'est pour ça que quand tu n'es pas clair en toi et que tu estimes que tu veux partir, il y a souvent des endroits où tu as envie de la garder parce que toi-même, tu ne sais même pas si tu as vraiment envie de partir. Tu vois, parce qu'il y a toujours des bons éléments, il y a des choses auxquelles tu es attaché. Oui, mais avec elle, on mange, on fait des bons repas, on fait la sieste, il y a de la tendresse, on fait des voyages sympas, tu vois. Voilà, donc ça, c'est les bonnes raisons pour lesquelles je ne veux pas partir. Mais c'est imparfait, il n'y a pas tout. De toute façon, une chose est sûre, c'est que quand vous avez affaire à des partenaires qui sont un peu immatures, ils vont vouloir de la perfection. Et donc, il ne faut pas le prendre trop perso aussi. Donc, quand ils vous disent « oui, mais je te quitte parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça », c'est souvent parce qu'ils idéalisent la relation. Ils voudraient qu'il y ait tout. Donc, tu ne peux pas tout trouver dans une relation avec une personne, ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut accepter la réalité, qu'il vaut mieux fonctionner avec des gens qui aiment le réel que des gens qui aiment le rêve, qui sont idéologiques, qui fantasment une femme idéale ou un homme ou un prince charmant. C'est hyper malsain ça. Donc quand tu as affaire à des partenaires femme idéale, prince charmante, il faut les fuir ceux-là. C'est une catastrophe parce que tôt ou tard, au début ils vont t'embarquer et puis à la fin ils vont te faire ce truc. Oui mais je pars parce qu'il y a plus de moins que de plus. Et souvent c'est un peu blabla quoi. C'est je ne peux pas accepter ta réalité, je ne peux pas accepter tes imperfections. Je ne peux pas accepter le réel, quoi. Je préfère rêver de la prochaine où l'herbe sera plus verte ailleurs. Donc, bon, ça, j'ai fait une digression, mais sur le fait de me sentir coupable, toi, ton truc, c'était de dire ah bah oui, mais j'ai pas. Quel est le bon moment? Et que je te dis, là, j'avais déjà ma décision prise, en fait. C'est ça que tu dis. Ma décision était déjà prise. À quel moment? Comment? À quelle heure? Quand? Comment? C'est pour ça que moi je prends pas les coachs t'as raison. C'est le risque d'envoyer des messages biaisés. Mais biaisés. Et c'est pour ça que moi j'entends souvent les coachs en séduction qui disent alors trouvez le moment opportun, trouvez le bon moment, dites-lui ceci, cela ou sous cette forme-là. Donc bon, non, mais là ça aggrave la névrose, ça renforce le faux self en fait. Ça manque de clarté puisque tu trafiques le truc. Quoi. Hop, emballage.
hop, je te sors le machin, paf, paf, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Donc ça aide personne. Mais oui, la question, tu vois, elle peut être un peu biaisée. Est-ce que c'est le moment, pas le bon moment, comment? De toute façon, si tu n'es pas courageux, fais-le à l'écrit, parce que c'est en différé. Tu envoies un mail en essayant de t'introspecter sur tes motifs émotionnels, tes motifs en mode pensée, sensation, émotion. Voilà, tu vas trouver des idées. Le problème de certains hommes, c'est qu'ils ont des difficultés à s'introspecter. Et pas tous. Si vous êtes là, c'est que vous le faites. Mais il y a des hommes qui ont du mal avec l'introspection, c'est-à-dire se connaître soi-même, connaître leur fonctionnement, leurs pensées, leurs valeurs, leurs ressentis, leurs émotions. Donc ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ont du mal à mettre en contact. Voilà. Mais il y a de plus en plus d'hommes, il y en a plein dans la salle qui sont en chemin et qui ont de plus en plus ce qu'on appelle une capacité d'être émotionnellement alphabétisés. Voilà. Bon, écoutez, merci pour tout. Et puis, au plaisir de vous voir sur la prochaine conférence. Tout est sur mon site à événements. Il y en aura une autre à la Gazette. Et puis, j'alterne avec des conférences à Castelnau-le-Lez aussi. Donc, vous êtes les bienvenus pour les prochaines conférences et ateliers. Merci.